façon le moment venu. Et ben, sans plus tarder, je te cède la parole, mon cher Daniel. Merci Louis. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je pense que Louis a souligné tout à l'heure, c'était un peu première la chose. J'allais dire, c'est effectivement dans la configuration en rapport avec le thème qu'on a, le religieux, les religions et spirituelles à l'Université Laval. C'est justement une des questions qu'on soulevait dans la préparation de ça, la question de l'arrivage, l'articulation des relations entre l'académique et le secteur des services ou la vie spirituelle sur le campus. Et si je me fie à ce que mon prédécesseur, Guy Saint-Michel, qui était ici depuis pendant 89 jusqu'à 2010, c'est la première fois en 30 ans qu'il y a un arrimage de cet ordre-là. Absolument, au service, du côté des services, on est invité, dans le fond, je reçois les publications des activités qui se passent à la faculté. Ici, autant c'est la sciences religieuses, la théologie, des conférences, etc. Puis quand elles m'intéressent, j'y participe de la même façon que Guy le faisait. Mais c'est la première fois qu'il y a une invitation, dans le fond, à venir présenter qu'est-ce qui se passe du côté des services. Bon, si je recommande. Alors, pour moi, ça fait, j'allais dire, c'est à la fois, je dirais, ça fait figure à la fois de symptôme, je dirais, et de symbole. Alors, c'est intéressant. Je dirais comme collaboration, par ailleurs, il y en a qui sont en marche, comme le dit Marcel au début de la rencontre, quand il est arrivé. Ça fait quelques années que j'ai une activité que j'appelle la fugue spirituelle et avec laquelle on collabore avec, dans le fond, tout le secteur sciences des religions, à partir du volet d'enseignement pour préparation pour les enseignants, ceux qui vont enseigner le cours d'éthique et culture religieuse avec Marcel et avec Jean-Philippe Perrault. Alors, c'est pour moi, dans le fond, une des pertinences pour moi de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment, un de mes objectifs, moi, depuis que je suis là, c'est d'essayer justement de faire qu'il y ait des choses qui circulent entre les deux. Parce que je trouve, comme c'est comme deuxième pertinence, le fait que vous soyez des étudiants, ici la majorité sont en sciences des religions, si je ne me trompe pas, moi les sud-anciennes, en tout cas dans des lieux qui sont connexes aux religions, de savoir, de connaître, dans le fond, l'art de l'académique, qui est un milieu où s'articule, où on pense, on réfléchit sur le religieux, les religions, le spirituel, mais qu'est-ce qui se vit à ce niveau-là sur le campus? Il y a toute une vie. Donc, c'est une deuxième pertinence de pouvoir présenter ça. Et je trouvais une troisième pertinence aussi, c'est que vous êtes des étudiants. Un jour, vous allez probablement quitter l'université et chercher à travailler. Donc, un des débouchés, c'est de poursuivre dans le créneau académique, puis de devenir chercheur, professeur. Donc, mais un des autres créneaux, dans le fond, c'est pas tout le monde qui va devenir chercheur ou professeur, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans la société, un diplôme en sciences des religions? Alors, je dirais, je suis un peu une illustration de ce qui peut se faire dans le domaine. Et je dirais, contrairement aux comptables, lorsqu'ils graduent, ont probablement une voie assurée pour le restant de leur vie, puisqu'on a besoin de comptables à peu près à tous les coins de rue. Mais des gens qui sont en spécialité, qui se spécialisent avec un bac en sciences de religion, c'est pas nécessairement le cas. Et je dirais, vous êtes plus, quand une fois vous allez sortir, vous êtes plus des artistes qui devraient créer votre propre emploi que je dirais, les sentiers battus sont plutôt la rareté que la coutume. Donc, ça me fait expresser, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Et je dirais, qu'est-ce qui m'a amené? Peut-être une petite présentation rapide de mon parcours. Moi, j'ai gradué ici à la faculté de théologie, en théologie pour sciences des religions en 1988, dans la maîtrise en écriture sainte. J'avais auparavant j'ai fait mon entrée ici sur le campus en 1976, dans le cadre d'un diplôme en biologie végétale, donc ça c'est mon premier parcours. Et puis j'ai fait un petit détour aussi par le design de l'environnement. Et quand on dit design de l'environnement, c'est pas faire des parcs ou des choses comme ça, c'est vraiment du design de tout environnement humain quel qu'il soit. Donc c'est pas nécessairement une question reliée à la biologie, c'est vraiment environnement humain. Donc la question des espaces sacrés me touche. Donc vous avez vu mon petit billet au départ, voyant qu'on n'était pas nombreux, d'avoir reconfiguré la salle, qu'on se retrouve dans cette... essayer d'induire une certaine proximité qui rend la chose un petit peu plus conviviale aujourd'hui. Donc, c'est ça, je dirais qu'après être gradué en 88, ma maîtrise
pris quelques tournants. Une partie de ma carrière s'est faite au Japon pendant 6 ans, principalement intéressé dans les chants bouddhistes et les religions traditionnelles comme le shintoïsme, le chamanisme et les religions d'Asie, donc avec certains séjours en Corée, à Hong Kong et dans ces régions-là, avec la Société des missions étrangères, pour revenir au Québec et faire un petit séjour avec l'Assemblée des évêques du Québec comme responsable des questions sociales pendant 3 ans. Donc, Saint-Conclave. Donc, avoir la possibilité, dans le fond, pour ne pas s'être riche, d'avoir la possibilité d'être dans un lieu où, dans le fond, les 20 quelques diocèses, les 20 quelques évêques du Québec se réunissaient pour prendre une décision, de pouvoir participer aux exécutifs, dans le fond, au comité restreint des évêques du Québec, et de participer à plusieurs rencontres à huis clos, de pouvoir voir comment se prenaient les décisions et quelles étaient les discussions à la fois, je dirais, officielles et des discussions de table dans un lieu aussi restreint. Ça a été un passage que j'ai apprécié et qui a été d'une richesse importante. Avant de passer au Centre d'information sur les nouvelles religions, donc comme directeur de 1998 à 2002. Alors, après ça, j'ai fait un petit détour. C'est là que se sont passées la question de design d'environnement et un petit détour par la direction du musée avant de revenir ici à l'université en janvier 2006 pour prendre la coordination de la conseiller spirituel ici sur le campus. Donc ça fait ma 7e emploi, j'entreprends la 8e année, puis janvier, ça passe vite, à ce poste-là. J'ai choisi de présenter, dans le fond, le religieux, les religions et le spirituel universel à travers, justement, ce que mon travail m'amène à faire, puisque, dans le fond, c'est un service aux étudiants. Le religieux, une grosse partie du spirituel, du religieux, passe par ce service-là. Je sais qu'il se vit des choses en théologie sans religion, mais c'est d'avoir un service académique, je dirais que... mais avant de le présenter, dans le cadre de la présentation, je vais essayer aussi d'attirer l'attention sur un certain nombre de choses qu'habituellement dans ce type de présentation-là, sur lesquelles je n'attire pas l'attention. Compte tenu que vous êtes des étudiants en sciences de la religion et dans la perspective d'évolution et de transformation du religieux et des religieux au Québec. Dans le sens qu'aujourd'hui, on est en 2012, l'Université Laval se préoccupe encore de la dimension spirituelle, puisqu'un conseiller à la vie spirituelle. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais d'où est-ce qu'on part? Je participe au séminaire sur l'identité et altérité que Louis dirige avec Alain Bouchard. Et justement, cette semaine, on soulignait, en tout cas, c'était fascinant, comment est-ce que l'identité chrétienne, puis les premières communautés chrétiennes, dans le temps que ça ne s'est pas fait comme ça par génération spontanée au matin de la Pentecôte, mais dans le fond, comment les choses ont évolué pour arriver à ce qu'on en est. Je dirais juste à l'intérieur des 2 premiers siècles du christianisme, et là, on en a 20 siècles. Mais je dirais, comment est-ce que, c'est intéressant de voir comment est-ce que dans l'histoire de l'université, comment est-ce que le religieux, le spirituel et les religions comment ça s'est transformé, puis comment ça a évolué pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Et ça en dit aussi beaucoup sur la configuration aujourd'hui de la question du religieux au Québec. Je vais juste faire une histoire, je vais la faire courte, même si j'ai un amour pour les histoires, une propension descendante. Dans le fond, l'Université Laval avait été fondée en 1852. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est une université très catholique. Mais il faut dire que c'est une université qui, à l'origine, avait 2 chartes. Une première charte, qui était la charte de la Reine Victoria, donc une charte royale pour fonder l'université. Et assez rapidement, l'Université Laval a reçu une charte pontificale, reconnaissant comme une université catholique et lui donnant le droit de dispenser des diplômes. Donc ça, c'est il y a à peine un peu plus que 150 ans. Alors, l'université a évolué dans ce cadre-là pendant longtemps. Et je dirais même que je disais dernièrement, l'influence, comment est-ce qu'on a conçu le campus, qui est comme cité universitaire, comme une cité en opposition avec le monde. Au niveau juste design de l'environnement, on a fait vraiment une université qu'on voulait, j'allais dire, sur un campus modèle un peu british ou américain, avec tourné vers l'intérieur, coupé, on avait prévu des boîtes autour, coupées de l'extérieur,
avec une cité religieuse qui prendrait place où est actuellement le pavillon Cazaux, et avec vers Sainte-Foy. Donc ça, c'était le plan d'origine, avec le grand axe qu'on trouve dans le pavillon ici, qui devait être au départ un grand axe comme les universités américaines, où les pavillons, on prend le Pouliot, les 4 pavillons qui sont là, s'ouvriraient vers le milieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est exactement le contraire. Les pavillons sont ouverts vers l'extérieur. Et l'échelle, on avait conçu le campus à l'époque en pensant qu'il y aurait 1 million d'habitants à Québec en 1990. Donc, on avait pensé l'échelle du campus à la dimension des projections démographiques et aussi à la lumière de ce qu'on vivait religieusement à cette époque-là. On voit qu'on s'est planté un petit peu. Donc, ça s'est fondé comme ça. Et pendant des années, ça a été campus, une université très catholique avec une aumônerie. Et dans les années 60, on a assisté à la construction d'un certain nombre de pavillons, entre autres les résidences. 1957, le pavillon Moreau. 1962, le pavillon Lemieux. Et puis en 65, le Lacerte et le Parrain. Et à l'époque, dans le cadre d'une université très catholique, on avait une aumônerie. Et dans chacun de ces pavillons-là, il y avait une chapelle et une suite pour le prêtre résident. Et au pavillon Lemieux, on avait même 2 suites. Si vous voulez me pavillonner, je pourrais vous montrer. On a encore les suites. Les 2 pavillons sont là. On n'a pas fait de transformation architecturale. On a encore les bureaux, qui sont des bureaux, les chambres et les salles de bain des 2 suites en question, avec les buzzers qui permettaient de faire du travail. Donc ça, c'était la situation au début des années 60. Et à ce moment-là, on a aussi construit, c'est là que le diocèse, on était encore dans les projections optimistes, c'est là que l'université, le diocèse de Québec a construit le pavillon Cazaux comme grand séminaire, dans la perspective qu'on aurait beaucoup de séminaristes et qu'on continuerait encore avec une société majoritairement catholique. Donc, en début des années 60, on a fait ça. Et c'est là qu'on a eu un oratoire principal qui s'est transformé, qui s'est transporté au Cazaux. Mais pas très longtemps, puisqu'en 1980, le Cazaux a été revendu, a été toujours la propriété du diocèse, a été vendu à l'université qui l'a transformé pour devenir ce qu'il est. Cazaux, en passant, étant le premier recteur de l'Université Laval. Donc ça, c'est 80. En 70, moi je suis arrivé en 1976. Quelques années juste après, en 1970, c'est là qu'il y a un tournant majeur qui se passe sur l'université, c'est que le diocèse, l'Église, remet officiellement la société civile le campus. Donc, les 2 premières chartes sont abandonnées et on a une charte maintenant depuis 70 de la société civile du Québec pour l'Université Laval. Et avec ça, malgré ça, l'université, et ça je disais tout à l'heure, je suis conseiller spirituel ici. Je n'ai aucune attache, j'ai des attaches personnelles, mais je n'ai aucune attache institutionnelle avec aucun corps ecclésial. Donc, actuellement, la situation de l'Université Laval, le plan spirituel, c'est on dispense des services aux étudiants. C'est un service qu'on qualifie d'universitaire, d'interreligieux et de multireligieux, mais qui ne répond à aucune institution religieuse comme telle. Donc, on essaie d'offrir ce service. Mais en 1970 et en 1976, quand je suis arrivé, déjà à l'époque, après ce transfert-là, il n'y avait plus de suite. Il n'y avait plus de suite dans les pavillons étudiants, dans les résidences. Il restait encore la chapelle. On faisait encore les célébrations du dimanche, certaines, la grand-messe, comme ça, au Cazaux. Et il ne restait que le pavillon Lemieux comme centre de service aux étudiants. Avec, à l'époque, il y avait 5 animateurs. Il y avait 2 prêtres et 3. Donc, il y avait 5 animateurs de pastoral catholique. Et c'était un service de pastoral catholique à l'époque. Sauf que déjà, à partir de ce moment-là, en 1979, c'est là que M. Saint-Michel est arrivé, où on lui a confié le mandat de s'occuper des étudiants qui étaient de tradition autre. Et je dirais, quand on regarde la configuration du religieux, donc on voit qu'on évolue encore dans un environnement majoritairement chrétien catholique, mais déjà à l'époque, les autres traditions commencent à être présentes sur le campus. Les musulmans, avec l'association, c'est intéressant de voir, l'Association des étudiants musulmans de l'Université Laval est une des plus vieilles associations parascolaires sur le campus. L'association a été conçue en 1972. Et suite à ça, il faut savoir dans l'évolution qu'à partir de cette association-là, il y a des étudiants qui sont retournés chez eux après leur diplôme et qui sont restés à Québec. Et c'est l'association des étudiants musulmans de l'université qui a donné naissance à la communauté musulmane à Québec.
Okay, c'est à partir d'eux que, premièrement, au début des années 85, le Centre culturel islamique de Québec a été fondé par des anciens Moulébule. À partir de 85, ils sont venus et ont dû acheter, dès 98, la première mosquée, la mosquée Al-Nour-sur-Mer, qui est devenue rapidement trop petite. Et en 2008, 10 ans à peine après, on est obligé d'en acheter une deuxième. Et elle est déjà pleine. Jusqu'avant même 2018, je pense qu'il va en avoir besoin d'une troisième. Donc, il y a ça. Il y a une vie religieuse, il y a une multiplicité. Et j'aime toujours jouer avec le jeu de mots. Et pourquoi la présence et l'importance de conserver des services, c'est que l'université, pour moi, c'est un lieu où l'univers a le droit de citer. Vers à la fois astronomique, mais aussi dans ses manifestations humaines de diversité. Donc, je pense qu'à travers ça, on a toujours essayé de maintenir, puis mon prédécesseur en moi a essayé de développer justement cette présence-là en essayant de faire que l'université était un lieu, je dirais, convivial, un lieu de vie où les gens qui arrivaient de l'étranger, on accueille entre 3 et 4 000 étudiants étrangers chaque année qui nous viennent du Zimbabwe, d'Afrique, d'Asie, de tous les coins du monde, avec leur culture, mais aussi avec leur tradition religieuse. Alors, on veut aussi qu'à l'université, c'est pourquoi on s'en préoccupe, c'est qu'on considère encore qu'à l'Université Laval que la dimension spirituelle, c'est une dimension primordiale, c'est une dimension constituante de l'être humain. Puis que pour plusieurs étudiants qui viennent ici, de pouvoir avoir un support, de pouvoir avoir un support à ce niveau-là, c'est un facteur d'intégration, puis c'est un facteur d'accueil, puis de respect, puis qui vont permettre aux étudiants aussi de parfaire et de poursuivre et de réussir leurs études, parce qu'ils vont avoir eu du soutien dans ce domaine. Donc, c'est ce qui justifie beaucoup de l'envers et le fait que je sois, j'allais dire, affecté à cette tâche-là. Puis, je dirais personnellement, pour moi, ça reste quelque chose d'extrêmement passionnant. Alors, je dirais que c'est le petit portrait historique. Maintenant, en 2012, c'est quoi le portrait plus... je dirais, je vais présenter un petit peu les 3 secteurs qui constituent ma tâche de travail. La tâche qui est peut-être plus intéressante au niveau, enfin, pour moi, sont toutes les trois intéressantes. Celle qui est peut-être la plus visible au niveau des religions, religieuses, spirituelles, c'est la présence des associations étudiantes. La façon dont on fonctionne par rapport aux religieux, aux traditions religieuses dans une société laïque ou qui se dit laïque, c'est dans le fond, c'est la façon dont on fonctionne, c'est qu'on fonctionne sur la base des associations étudiantes. Pour nous, l'Université Laval va accueillir des étudiants, des associations étudiantes comme un milieu ou une expérience qui leur permet de parfaire ou d'accueillir, de développer des compétences qui ne développeraient pas au niveau académique. Le point de vue associatif, par exemple. Quand tu es dans une association, question de budget, montage d'événements, enfin, les associations sont une occasion pour les étudiants d'acquérir des compétences supplémentaires. Alors, ça, c'est la base. À ce moment-là, le contenu de leurs associations est laissé libre aux étudiants. Alors, c'est de cette façon-là qu'on réussit à accueillir le religieux sans trop de problèmes par rapport au dialogue avec la société civile, dans le sens que, dans le fond, des étudiants qui veulent faire du groupe ensemble, ce groupe, partent une association, ils font du groupe, et nous, on les soutient dans leur démarche associative. S'ils veulent faire du théâtre, ils se regroupent ensemble, font une pièce de théâtre, vont chercher un agrément, et nous, comme association étudiante, on leur donne. Alors, dans ce cadre-là, des étudiants qui veulent, lire le Coran et se rassembler ensemble, comme musulmans, okay. Vous mettez en association et nous, on va vous soutenir à l'intérieur de ça. Donc, c'est dans ce cadre-là que les traditions religieuses peuvent facilement exister sur le campus et que nous, comme université, on peut avoir cette latitude-là, de dire, bien, regardez, on les accueille, sauf que nous, on ne se mêle pas du religieux. On n'embarque pas dans le contenu. On ne fait pas de prosélytisme et on n'encourage pas une religion plus que l'autre. On accueille les étudiants qui, dans leur diversité et dans leur liberté d'expression, leur liberté de conscience, peuvent pouvoir cheminer dans la tradition qui les accueille, qui est la leur, à l'intérieur du cadre comme nous on leur fournit, puis avec le soutien qu'on leur apporte. Okay. Donc, c'est clair. Ce qui fait qu'en 2012, on a maintenant une dizaine d'associations étudiantes religieuses. Naturellement, il y a une association étudiante catholique. C'est
bien dans la tradition, dans la culture et dans le pays dans lequel on vit. Mais actuellement, il y a deux associations étudiantes évangéliques. À l'intérieur de ça, bon, une qui est plus, je dirais, qui s'appelait autrefois Campus for Christ, Campus for Christ, qui a maintenant changé son nom depuis l'an dernier, qui s'appelle Pouvoir de changer, Power to Change. Il y a une autre association étudiante évangélique qui s'appelle le Groupe biblique étudiant en action, qui est dans la mouvance de ce qu'autrefois on appelait les groupes bibliques universitaires, GBU, les navigateurs, qui existent encore ailleurs. Moi, quand j'étais étudiant en 1976, j'ai participé à des réunions, on avait des échanges musclés entre nos bons copains, on est restés des très bons amis. Il y a eu des gens, donc c'est une présence qui date de quand on parle 1976, c'est quand même un petit peu. Donc, c'est une présence qui date. Donc, deux associations évangéliques, une association d'étudiants franco-protestants, au fond, qui sont, je dirais, si je peux dire, qualifier l'évangélique, la tradition évangélique d'un protestantisme de deuxième ou de troisième vague. Je dirais, les étudiants franco-protestants sont vraiment des étudiants dans une tradition protestantistes de première vague, donc qui sont calvinistes, l'Église d'enfants qui sont affiliés avec l'Église Saint-Marc ici à Québec. Dans le milieu aussi chrétien, je dirais, je vais vous donner un petit peu aussi les couleurs de chacune de ces associations-là. Et là, ce n'est pas une question de profil, mais c'est intéressant de voir le profil sociologique, le profil d'origine de ces traditions-là. Je reviendrai sur la tradition catholique à la fin, mais dans les deux groupes évangéliques, le premier, Campus pour Christ par exemple, est un mouvement qui est d'origine plus, je dirais, anglo-saxon. Donc on va retrouver beaucoup dans cette association-là des étudiants évangéliques, soit du Canada anglais, ou soit des étudiants d'origine caucasienne, comme ça, quelques étudiants d'origine africaine. Et surtout des étudiants d'origine, soit de l'ouest du Canada ou Ontario, ou le mouvement évangélique chrétien, le mouvement évangélique québécois. Du côté du GBEA, on va retrouver surtout de la mouvance évangélique d'origine africaine. Et c'est un mouvement qui on trouve surtout des étudiants d'origine africaine noire. Et donc, ça a une couleur particulière. Pour les franco-protestants, c'est vraiment un groupe, encore une fois, des étudiants d'origine québécoise. Okay? Puis ça va être le fun de vous comparer avec ce qu'on trouve au niveau de l'Association étudiante catholique, qui va en dire long sur l'évolution de nos traditions au Québec. Donc, tradition protestante. Encore dans le registre chrétien, il y a un groupe d'étudiants coptes, orthodoxes coptes, qui se réunit et qui fait ses célébrations ici pratiquement tous les samedis. Ce groupe-là est origine de jeunes professeurs qui sont venus ici étudier et qui sont établis comme professeurs ici à l'Université Laval, autour du doyen ou du vice-doyen actuel de la Faculté de sciences d'administration, M. Boctor. Ce sont des Égyptiens, des Coptes, majoritairement des Égyptiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste actuellement à comme une deuxième vague. Les enfants de ces professeurs-là, ou la communauté Copte de Montréal, se retrouvent ici à Québec. Des fois, on a une dizaine d'étudiants Coptes qui viennent, etc. Donc, qui forment une communauté qui se rassemble à Québec. On a eu pendant un certain temps un groupe de baptistes chinois, ici, et qui, bon, par attrition, maintenant n'existent plus, mais on avait des étudiants chinois. On est encore une mouvance chrétienne. Deuxième série de groupes, la mouvance musulmane. Tout à l'heure, on a un groupe, l'Association des étudiants musulmans, qui existe depuis 1972, qui existe encore toujours. Et suite à ça, il y a des petits groupes qui se sont formés, qui sont différenciés de cette association-là, parce que, au fond, le courant majoritaire, c'est le sunnisme. Et à un moment donné, quand il y a le temps d'un certain nombre de fêtes, les chiites ont leur particularité. Donc, il y a un petit groupe de chiites, souvent des étudiants d'origine iranienne, qu'on trouve ici, puis qui se rassemblent ici et qui ont été les premiers en 2008 à accepter d'utiliser le chapelet. Ce qui est assez remarquable, il y a eu plusieurs péripéties autour de ça. Donc, un petit groupe d'étudiants chiites et, je dirais, deux groupes de tendance soufie. Une première de l'Afrique noire. Donc, on a, si, je dirais, l'émule a un
profil qui est très, très varié. Il peut y avoir, j'allais dire là-dessus, il n'y a aucune, même si le courant maghrébin, l'islam maghrébin, les étudiants d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, égyptienne sont très présents. C'est un islam très, très varié. Donc on trouve des étudiants autant d'Afrique noire que du Machrek, c'est-à-dire du Liban. Dans le fond, l'ensemble des pays musulmans francophones, les étudiants, on se retrouve ici. Donc on a une très grande variété au sein du milieu. Au niveau soufi, il y a comme deux confréries qui se trouvent ici. Une confrérie, j'allais dire, d'Afrique noire, sénégalaise, les Mourides. Donc, beaucoup des étudiants ici sénégalais qu'on trouve ici sont de confession mouride. Donc, on a une confrérie mouride et on a célébré, ils ont fait il y a 2 ans, pour la première fois, alors que le Gamou et le Magal et le Gamou, de grosses fêtes sur la naissance du prophète, se faisaient à Montréal. Ils ont fait l'événement ici à l'Université sur notre campus, à la salle, au Grand Salon. Et donc, ils se réunissent ici tous les vendredis soirs et ils sont entre 25 et 30. Deuxième confrérie soufie, surtout une confrérie dans la Tarika Alaouia, des étudiants du Maghreb qui se réunissent, qui sont quelques-uns qui se réunissent aussi sur le campus régulièrement, jeudi, vendredi, dimanche, pour faire le dhikr, l'invocation, qui est une pratique qu'on ne retrouve pas dans le sunnisme, puis que les gens de l'émule, les étudiants musulmans, ont beaucoup de réticence par rapport à ça. Mais chacun, vous voyez, même à l'intérieur même de l'islam, ici sur le campus, il y a différentes choses qui se vivent. Et ils ont, depuis déjà 1974, une salle de prière. Je dis comme ils n'utilisent pas la chapelle, puis comme souvent, la prière du vendredi puis la messe du vendredi sont en même temps. Mais je dirais sur le campus, les célébrations se font surtout pour les chrétiens, même les bouddhistes et les autres à la chapelle. Il y a la salle Newman qui est sous la chapelle, qui est à peu près de la même grandeur, qui accueille le vendredi midi la prière du vendredi. On a à peu près 150 étudiants qui viennent faire la prière du vendredi, c'est ça depuis des années. Et il y a un autre local qui leur permet de faire la rencontre, les 5 prières journalières sur le campus, quand ceux qui viennent. Et je dirais, vous allez peut-être le remarquer, un des défis qui se pose ici pour les étudiants musulmans, ce sont ces 5 prières-là dans la journée. Là, quand ils sont au Pouliot, et puis ils doivent venir faire la prière de jour, puis ils doivent retourner en classe, c'est pas évident. Donc souvent, vous trouvez les étudiants musulmans sont à la recherche dans tous les pavillons de lieux un peu discrets où ils peuvent faire la prière sans déranger personne, et puis retourner à leur cours après. Donc, des fois, au détour d'un escalier ou d'un lieu qui n'est pas trop fréquenté, vous allez peut-être rencontrer des étudiants en prière. Donc, ça fait partie de la réalité aussi. Je dirais en parallèle, en continuité avec ça, dans les autres groupes qui sont accueillis ou agréés, il y a eu un bout de temps le groupe d'étudiants Baha'i, le groupe d'études Baha'i, donc des étudiants de la foi Baha'i. Actuellement, c'est inactif. Je dirais ce qui fonctionne aussi dans les deux groupes. Actuellement, il y a, je dirais, 2 groupes bouddhistes sur le campus qui sont liés aux bouddhistes tibétains. Un premier groupe qui est en lien avec le centre Paramita, ici à Cap-Rouge, et le deuxième groupe qui, justement, on parlait tout à l'heure de Diane Denis qui a déposé son mémoire, sa thèse, pardon. Alors Diane a guidé pendant les dernières années un deuxième groupe le dimanche matin, justement en lien avec une part de Lama Denis en France, avec le Sangha Rimé, en lien avec eux, et qui continue là. Donc il y a aussi 2 groupes de bouddhistes tibétains, et je dirais pour toujours continuer avec les couleurs ou les profils sociologiques, c'est dans ces 2 groupes de bouddhistes tibétains-là, on va surtout retrouver des Québécois de souche. Okay? On va retrouver peu de Tibétains, et j'allais dire peu de bouddhistes, même les Japonais qui sont, enfin c'est du bouddhisme tibétain, donc on en trouve un peu, mais le profil sociologique est québécois. Il y a un groupe qui s'est implanté il y a 3 années pour continuer dans la France, on s'en va plus vers l'Asie. Il y a un groupe qui s'appelle Art de Vivre. Et Art de Vivre, c'est une fondation qu'on trouve dans 150 pays et qu'on trouve, s'il faut regarder dans les différents campus québécois, qu'on trouve beaucoup dans les campus, je dirais, du Canada anglais. Puis on trouve aussi, je pense qu'il y a un groupe à Concordia, alors en anglais.
c'est Art of Living. C'est un groupe qui a, dans le fond, dont celui qui est le maître, c'est le guide est Shri Shri Ravi Shankar, qui n'a aucun rapport avec le siddharisme. Et il faut savoir que ce groupe-là, bon, c'est quand même bien établi au Québec. Ils ont 3 centres internationaux. Il y en a un qui est aux Indes. Il y en a un second qui est en Allemagne. Et il y en a un troisième, peut-être pas, mais qui est au Québec, dans un endroit qui s'appelle Saint-Mathieu-du-Parc, ici. Qui ont établi un centre pour, dans le fond, où il y a des gens qui viennent un peu partout, et au Québec. Donc, le groupe se développe ici. Ils ont une petite association étudiante ici sur le campus, dont, dans le fond, la pratique est centrée autour du Sudarshan Kriya, qui est la pratique de méditation avec la marque déposée. Encore une fois, le profil des étudiants qui sont là, ce sont des étudiants de souche québécois. On accueille aussi parmi les groupes ici un groupe intéressant qui a certaines particularités, le groupe chrétien libre. Je dis un groupe accueilli parce que c'est un groupe qui n'est pas nécessairement juste composé d'étudiants, mais que j'accueille pour des raisons, pas pour moi qui me semblent valables, c'est dans le fond, quand on connaît l'évolution de la relation des gays, lesbiennes, transsexuels, transgenres avec les religions, beaucoup de la communauté LGBT, qu'on appelle, vis-à-vis le fait religieux ou vis-à-vis les traditions religieuses sont très, non seulement très critiques, mais il y a une charge émotive très grande et beaucoup de rejets, il y a un contentieux assez grand. Donc, c'est un milieu où c'est pratiquement impossible dans certains milieux d'affirmer sa foi chrétienne ou sa foi quelle qu'elle soit. Donc, pour les gays lesbiennes qui professent la foi, qui ont une croyance, une confession, une identité religieuse affirmée, ben, c'est un milieu dans lequel ils ne peuvent pas s'affirmer. Et d'autre part, on connaît l'enseignement souvent des grandes traditions par rapport à la relation des traditions religieuses avec l'homosexualité. Donc, le fait qu'ils soient gays, ben, ils ne peuvent pas non plus vivre cette dimension de leur identité dans le cadre de l'Église. Donc, quelque part, ils ont une identité religieuse et gay qui ne peuvent vivre ni dans leur milieu gay, ni dans leur milieu religieux. Donc, il y a un espace qui s'est créé ici, à Québec, entre autres, qui s'appelle le groupe chrétien gay, qui permet aux étudiants, ou à toute personne, parce qu'il est ouvert à tout le monde, qui sont aux prises avec cette dynamique identitaire de pouvoir de vie, d'avoir un espace pour respirer. Comme ça. OK. Je vais revenir, et encore là, on retrouve dans cette population-là, surtout les étudiants québécois. Je vais revenir à la communauté, je veux dire, à l'association un petit peu particulière, l'association étudiante catholique. Jusqu'au moment où j'arrive, c'était quelque chose qui était un peu encore la différence structurelle, la différence de vie avec le secteur de la vie spirituelle. Et il y a encore des zones grises, mais je veux dire, c'était nous qui administrions leur budget. Donc, tout l'argent rentrait chez nous, on payait, il y avait une relation un peu différente. Mais je veux dire, les animateurs venaient de l'extérieur. C'était du personnel du diocèse de Québec. Donc, on n'était pas vraiment dans une dynamique d'association étudiante, puisqu'on a du personnel qui vient de l'extérieur. Et finalement, on a essayé de faire évoluer les choses, dans le sens, il y a quelque chose, il y avait des hiatus qu'il fallait prendre soin. Et il y a eu une transformation progressive. Du fait qu'on a poussé pour, effectivement, écoutez, on va essayer de se tenir dans le cadre de l'université qu'on est, puis la pratique qu'on a vis-à-vis les traditions religieuses, mais aussi face à ce qui se passe au Québec, la réalité sociologique. Puis le fait que c'est des étudiants qui sont majeurs et vaccinés et qui doivent être capables d'être autonomes et de prendre en charge leur propre association. Donc, on a évolué vers une association étudiante catholique. Composition, je vais juste vous donner un exemple, et là, c'est juste pour être vraiment factuel, et pour montrer un peu la question d'appartenance puis la situation un petit peu du catholicisme au Québec. On est une université qui a 40 000 étudiants. Donc, grosso modo. La célébration, la veillée pascale, qui est la plus importante, la célébration de l'année dans le monde du catholicisme. La chapelle est pleine, 150 étudiants, avec 4 célébrants à la main. Okay. 150 étudiants. Sur les 150, il y a
10 blancs. Et sur ces 10 blancs-là, il y a 5 personnes en haut de 60 ans. Et sur les 5 qui restent, il y aura 2 étudiants qui viennent de France. OK? Juste, c'est pas très factuel. Je veux dire, donc ma question, comment se fait-il qu'en 2013, on a une association qui est importante, puis que je veux dire, les étudiants qui auront le choix de recevoir le service, mais on a 3 étudiants québécois. Le réseau catholique, ça questionne à la fois, bon, 40 000, il me semble qu'il y a plus d'étudiants québécois catholiques que ça, question de l'appartenance. En tout cas, ça questionne un certain nombre de choses, mais je vous lance les chiffres actuellement, c'est pas très. Je dirais en semaine, il y a la célébration eucharistique quotidienne à 11h15, alors on atteint encore entre 15 et 16 participants. Là, il y a un petit peu plus d'étudiants québécois, et encore des personnes de l'extérieur. Je dirais peut-être un autre petit aparté par rapport à ça, parce qu'on parle vraiment de la question du religieux, du spirituel et des religions ici. Donc, ça inclut aussi le fait que la cité universitaire, c'est 40, et les étudiants, tous, mettons, 5 000 à 5 000 employés, donc 45 000 personnes. Je veux dire, et les traditions ou les communautés de foi sont ouvertes, donc les gens peuvent y participer. Donc, sachez que dans les années 80, et je veux dire, l'université, bon, c'est un territoire, mais c'est aussi, on va dire comme ça, une entreprise. Donc, quelque part, autour de l'université, il y avait 4 paroisses. Alors, à un moment donné, il y a eu le projet sur le campus d'avoir une paroisse universitaire. Et ça n'a jamais été le cas. Et c'est une décision qui a été prise au niveau de l'Église de Québec, quelque part, de dire non. Dans le sens que c'est un lieu de service pour les étudiants qui viennent étudier là. Les personnes, les travailleurs qui viennent sur le campus pour travailler et qui sont chrétiens, qui sont catholiques, leur lieu d'appartenance, ce sont les paroisses autour. Donc, on ne voulait pas vider les paroisses, créer une autre paroisse puis vider. Enfin, on renvoyait les gens à leur communauté d'appartenance et puis la quête ponctuelle à donner là. Donc, ça, c'est le portrait associatif. Mais, je veux dire, il y a des gens qui ne veulent pas fonctionner. Il y a des étudiants qui ne veulent pas fonctionner dans les cadres associatifs stricts. Tu sais, quand tu es dans une communauté sunnite, tu es catholique, tu es catholique, et tes activités, ben c'est pas. Il y a des étudiants qui veulent explorer. Donc ça, c'est le deuxième secteur de mon travail, le secteur que j'appelle exploration, celui qui me passionne beaucoup, dans lequel on essaie beaucoup de choses, dans lequel on offre aux étudiants la possibilité d'explorer les choses, puis de rencontrer l'autre aussi. Et c'est de là qu'est née l'expérience dans laquelle je collabore, on participe, dans le fond, il y a une première ligne de collaboration avec la faculté ici, avec Marcel, la fugue spirituelle, pendant la semaine de lecture où on part et on va visiter quatre traditions religieuses différentes, musulmanes. On va sur place, on rencontre les gens, les communautés en question, donc les musulmans, les juifs, les communautés protestantes et une communauté bouddhiste, un nouveau mouvement religieux, la Soka Gakkai. Donc, c'est un lieu où j'essaie de créer différentes choses pour essayer de rencontrer différents désirs, différents besoins d'étudiants. Donc, il y a la fugue. On a mis sur pied cette année un groupe d'exploration de la spiritualité athée et un certain nombre d'autres activités qui vont rejoindre un besoin actuellement au niveau des étudiants. C'est vraiment une redécouverte un peu de la spiritualité ou de la vie intérieure ou de l'intériorisation. Et déjà, on sent par l'attrait que les groupes bouddhistes, les groupes orientaux ont sur les étudiants ce besoin-là. Donc, je mis sur pied, par exemple, des activités comme la marche cosmique, le labyrinthe de Chartres, qui sont des activités d'intériorisation, ou les ateliers de méditation deux fois par semaine, mardi et jeudi, où une présence sur le retour de stock au Poussin, où à peu près 2 douzaines à chaque séance, on est obligé de commander des coussins. Donc, c'est un lieu d'exploration de choses où les étudiants viennent me soumettre leurs projets, puis des fois, on part des petites choses. Comme, on a déjà eu des ralliés, un groupe rallié sur le campus. C'était devenu clair. C'est OK, des étudiants ralliés, vous voulez faire un groupe, vous voulez y aller, sauf que c'est clair, vous devez obéir aux lois du Québec. Donc, il n'y a pas de partout dans le cadre des activités. Puis, ben, c'est pas un tremplin, une porte d'entrée pour que Raël vienne à Québec faire des prédications. C'est centré sur lui. Donc, à l'intérieur de ces cadres stricts-là, on explore des choses, puis on permet des affaires. On a invité des fois l'église de Scientologie à venir se présenter, puis à venir rencontrer les étudiants. On avait un cercle important qui s'appelait le Cercle Gandhi, qui réunissait autour de ça. C'était un partage avec des gens qui étaient de différentes traditions, puis qui soumettaient des sujets. On explorait ensemble. On a fait la carte du ciel de Gandhi. On
On a exploré les textes de Kabir, qui est en fond son écrire dans la Foissique. C'est vraiment un secteur d'exploration dans lequel on peut créer beaucoup de choses à partir de ce que les étudiants portent comme interrogation sur le spirituel. Puis il y a le troisième secteur qui est le secteur des services. Je vais devoir, parce qu'il est déjà midi et 20. OK. Je suis désolé de vous rappeler que le temps passe, mais... Pas m'envoler comme ça. Oui, mais peut-être abréger sur le troisième. Oui, le troisième, c'est sur les services. Bon, je regarde par exemple Hugues qui fait l'émission La Montagne des Dieux, ou encore des étudiants qui veulent rencontrer d'autres étudiants d'autres fois, toujours une chose. Puis je peux leur... un autre service qui rentre là-dedans, c'est la question des accommodements raisonnables. Quand ça serait en classe, entre le professeur et l'étudiant, ça passe inaperçu. Mais souvent, il y a des situations qui sont un petit peu plus difficiles à régler. Ça passe au directeur de département, puis quand ça ne serait pas là, je suis un peu le dernier maillon où on essaie de pouvoir les choses. Donc, à chaque début de session, je vais les demander, c'est un autre service c'est passionnant de trouver comment trouver l'accommodement qui puisse satisfaire tout le monde, puis surtout ne pas porter dommage aux étudiants qui sont. Fait que je vais toujours là-dessus. Ben, merci beaucoup. Je suis désolé parce que je pense qu'il y aura encore bien des choses, tu aurais encore beaucoup de choses à dire, puis probablement qu'il y aurait beaucoup de réactions.